Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Radio Sénégal. 13h au micro, François-Xavier Thiao. Les titres de cette édition. Tolérance zéro sur les routes. Le président Macky Sall a lancé l'appel hier. Réaction prompte des syndicats de transport. Non à la répression, mais oui à la sensibilisation et à la formation, a dit le syndicat national des transporteurs du Sénégal. Le fonds d'appui à l'innovation et à la créativité est en gestation. C'est pour appuyer les jeunes qui évoluent dans le secteur du numérique à travers le programme Startup lancé par le ministère des Postes et Télécommunications. La SAED va avoir une meilleure visibilité sur les statistiques agricoles de la vallée du fleuve Sénégal et pour cela, elle vient de signer une convention avec l'ANSD, c'est l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Gambie, la communauté internationale maintient la pression sur Yahya Jammeh. Après la CEDEAO, c'est l'ONU qui demande au président sortant de la Gambie de se tenir prêt à céder le pouvoir en janvier. Sport CAN de beach soccer Sénégal-Libye cet après-midi. Hier, les Lions ont battu Madagascar tenant du titre. Tous les détails dans le journal des sports de Tandakha Ndiaye. L'invité de ce 13h, Ndiaga Ndiaye, ingénieur des chemins de fer, le prétexte le lancement hier par le président Macky Sall des travaux du TER, le train express régional. En fin d'édition, la revue de presse signée Elisabeth Agnessar. Bienvenue à toutes et à tous. Les routes ont tué et trop tué ces dernières semaines au Sénégal. En un mois, près de 50 morts dans des accidents de la circulation. Il faut donc arrêter cette série noire et c'est pourquoi le président Macky Sall, en lançant hier les travaux du TER, a appelé à une tolérance zéro sur les routes. Eh bien, il n'en fallait pas plus pour que les syndicats de transporteurs réagissent. Non à la répression, mais oui à la sensibilisation et à la formation, a dit le syndicat national des transporteurs du Sénégal, Khadifal Koulibaly. 29 morts sur les routes en 2 jours, halte, dit le chef de l'État. Macky Sall, en Conseil des ministres, a décrété la tolérance zéro et appelle les automobilistes et autres usagers de la route à la prudence et au respect scrupuleux du code de la route. Un décret que le syndicat national des transporteurs du Sénégal accueille avec des réserves. La répression n'est pas la solution ultime pour la sécurité routière. Le rapporteur du syndicat national des transporteurs du Sénégal, Abdou Karim Seck. C'est le même problème que la peine de mort. Tuer les gens parce qu'ils ont tué et après ça ne diminue pas le nombre de morts par assassinat. Nous disons qu'il faut sanctionner, pas réprimer. Mais nous disons non à la répression et à la tolérance zéro. Ça n'a aucun sens. À la répression, le SNTS oppose la sensibilisation et la formation. Nous disons non parce que simplement la sensibilisation doit primer sur la répression. Il est essentiel de sensibiliser davantage les gens pour que nous jomba def lu bon et non pas nous ragala def lu bon. Quand ils ont peur de faire quelque chose de mal, lorsque le policier ou le gendarme ou la force de l'ordre n'est plus là, eh bien, ils vont faire ce mal-là. La sensibilisation, mais aussi la formation, et aussi l'information, et la sécurisation de nos chaussées. Vous savez, 92% de nos accidents sont d'origine humaine, d'accord. Mais 43%, c'est-à-dire près de la moitié se passe, c'est entre les véhicules et les piétons qu'il y a le plus d'accidents. Donc il faut qu'on sensibilise davantage aussi tous les acteurs, pas seulement les conducteurs, les piétons, les cyclistes et les motocyclistes, et même les personnes à mobilité réduite, que sont les handicapés, etc. Donc nous disons qu'il faut faire attention. Il ne faut pas dire tolérance zéro, et puis après en arriver à un résultat zéro. Toujours est-il que la route tue chaque année au Sénégal près de 500 personnes. Voilà le syndicat national des transporteurs du Sénégal qui veut plus de sensibilisation et de formation et à la place de la répression. La SAED qui signe une convention avec l'ANSD, c'est l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Les deux entités ont paraphé l'accord hier à Saint-Louis. L'objectif visé est de parvenir à une meilleure visibilité des statistiques agricoles dans la vallée du fleuve Sénégal, Madindao. La convention de partenariat entre la SAED et l'Agence nationale des statistiques et de la démographie ANSD a pour objet de faire l'inventaire des entreprises agricoles et para-agricoles dans la vallée du fleuve Sénégal. Les résultats permettront à terme de fournir l'information aux décideurs pour mieux orienter les actions dans le cadre du plan Sénégal émergent. Aboubakar Sadiq Bey, directeur de l'ANSD. C'est qu'à la fin de ce travail, nous pourrions vous dire exactement le nombre d'exploitations agricoles, mais la typologie aussi de ces exploitations, le nombre d'emplois qui sont générés et les revenus qui sont générés aussi. Donc c'est une entreprise extrêmement difficile et qui va demander beaucoup d'expertise et qui commencera par cette cartographie. Avec une expérience avérée de plus d'un demi-siècle en matière de suivi et évaluation,
La SAED dispose d'outils technologiques modernes pour la cartographie de ces entreprises agricoles. Samba Kanté est son directeur général. La banque de données, le système d'information géographique, l'information sur le foncier et aussi la télédétection. C'est des outils aujourd'hui qu'on a eu à capitaliser qui vont beaucoup servir aujourd'hui au niveau des enquêtes de l'ANSD. Il y a beaucoup de données aujourd'hui, c'est juste un problème peut-être d'exploitation, mais ces informations, l'ANSD va s'en appuyer effectivement pour faire son travail. Les travaux de cartographie de la SAED avant l'arrivée d'enquêteurs de la NSD commenceront dès le début de l'année 2017. Saint-Louis, Madindao, RTS. Radio Sénégal sur l'ensemble de son réseau synchronisé à 13h06. Les parents d'élèves du groupe Yahou Selim sonnent la mobilisation. En assemblée générale hier, ils ont décidé de mener le combat pour faire reculer l'État dans son intention de changer l'administration de l'école. La coordination départementale des parents d'élèves et étudiants de Dakar se veut solidaire dans le combat. Thierno Diaw, son président que nous écoutons au micro de Ibrahima Sadi. Quand on voit un groupe aussi organisé qui s'est installé, qui a étendu ses racines un peu partout au niveau du Sénégal, que le groupe Yahou Selim, qui fait du bon travail, qui fait des résultats et qui est une école de référence et d'excellence, on veut se lever un bon jour pour dire qu'on a supprimé la gestion et confier ça à une autre organisation, ça vraiment j'ai mal dans mon amour propre. Ce groupe-là, nous n'avons rien contre eux, mais elle ne nous inspire pas confiance dans la mesure où les pays où elle a déjà expérimenté ses performances, ce sont ces pays-là dont les écoles de Yahou Selim là-bas sont fermées. L'école de Yahou Selim en Guinée est fermée. Le personnel a trouvé refuge au niveau du Sénégal et nous ne voulons pas que cela se répète chez nous. Et maintenant, quelle est la suite de votre combat? Bon, ce sera un combat de longue haleine parce que j'ai dit tantôt aux parents d'élèves que tous les jours, c'est des jours de mobilisation. Nous allons nous retirer en responsable pour élaborer un plan d'action que nous allons dévoiler. Voilà, Thierno Diaw, donc de la coordination départementale des parents d'élèves et étudiants de Yahou Selim. Du côté des élèves, c'est l'inquiétude. Ils demandent au gouvernement de revenir sur cette décision, à défaut de leur laisser le temps de finir sereinement l'année scolaire. Betty Khan, élève en classe de terminale S2, est le porte-parole des élèves. Elle est interrogée par Ibrahima Sadi. On est inquiète, ça nous traumatise vraiment. On voudrait continuer l'année scolaire sereinement. On voudrait seulement qu'on nous laisse continuer l'année scolaire avec le même système jusqu'à ce que les examens se terminent et tout. Après, ils pourront décider du sort des Turcs avec qui nous vivons et tout. C'est juste ce qu'on leur demande, un délai d'ici la fin de l'année. Après, ils pourront discuter, choisir ce qu'ils veulent. On va en parler plus amplement. Changer l'administration en cours de route, en premier trimestre, en fin de trimestre et tout, c'est pas normal. Ça nous perturbe. On a des examens blancs en décembre et tout, pendant les fêtes de Noël, mais c'est même pas sûr qu'on fasse cela. Parce qu'on a raté des cours, on est traumatisé et tout. On essaie de garder la tête haute, mais ne nous voilons pas la face. On est dévastés. Voilà, Betty Khan, élève à Yahou Selim. Kolda a abrité un atelier de synthèse et de partage de la plateforme et du portail de l'Observatoire national de la décentralisation et du développement local. Au cours de la rencontre, les acteurs et partenaires du pôle Casamance ont procédé à la validation de cette plateforme. Voici à ce propos le directeur de l'Agence nationale de développement local, Malal Kamara, au micro de Moussa Banora. Nous avions partager les termes de référence avec les acteurs pôle Casamance parce que notre zone d'expérimentation c'est ce pôle-là. Aujourd'hui, nous revenons pour partager les résultats avec les acteurs pour que les acteurs puissent donner leur avis par rapport en tout cas à ce que nous avons produit. C'est-à-dire que nous sommes accompagnés par un cabinet. Le cabinet a fait quelque chose et c'est aujourd'hui que nous partageons les résultats avec les acteurs. L'objectif de cet observatoire, c'est véritablement maîtriser l'information territoriale. Vous savez que le territoire a beaucoup d'informations. Ces informations sont un peu dispersées sur le plan sectoriel. Nous voulons avoir un outil qui puisse centraliser toutes ces informations-là. L'outil va servir à aider à la prise de décision, c'est-à-dire que tout ce que nous allons faire aujourd'hui pour les populations, ça doit coller aux réalités. Les décisions que, supposons, le maire va prendre doivent être adossées scientifiquement à des données importantes. C'est pour montrer un peu la pertinence de l'outil. Je donne un exemple. Si on demande aujourd'hui
aujourd'hui au maire de Kolda qui veut construire des salles de classe, les enfants qui doivent accéder à l'école, c'est pas évident que le maire puisse savoir. Mais à partir de cet outil, il a une idée, des zones où il y a une forte concentration d'enfants, là il faut construire des classes et les classes deviennent pertinentes. On peut, à partir de cet outil, voir un peu les distances entre les structures sanitaires. S'il faut construire une case de santé, je sais pas, une structure sanitaire quelconque, on peut savoir un peu quelles sont les distances que les populations parcourent pour accéder à cette structure-là. C'est pour montrer un peu la pertinence de cet outil-là. Malal Kamara, directeur de l'Agence nationale de développement local. La première édition du festival Jambar Tech Awards a été lancée hier. À l'occasion, le ministère des Postes et Télécommunications s'est engagé à accompagner les jeunes et acteurs qui évoluent dans le secteur numérique à travers un programme dénommé Startup. C'est ainsi qu'un fonds d'appui à l'innovation et à la créativité sera mis en place pour appuyer ces jeunes. Malik Ndiaye est le directeur de cabinet du ministre des Postes et Télécoms. Il est au micro de Dior Ndiaye Sissé. Nous soutenons toutes les initiatives qui tendent à développer l'écosystème numérique, c'est-à-dire le développement de tous les acteurs qui évoluent autour du numérique. Et on sait très bien que le numérique, c'est d'abord les jeunes, le numérique, c'est l'innovation, le numérique, c'est la créativité. Et au sein du CETIC, notre incubateur du numérique, il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent, qui développent des applications, qui ont des solutions extraordinaires qui sont aujourd'hui commercialisées en dehors du Sénégal. Aujourd'hui, nous ne faisons plus le numérique uniquement pour le numérique. Le numérique est aujourd'hui important quand il est appliqué dans des domaines sociaux ou des domaines économiques ou culturels. Ça permet de mettre des puces sur des vaches qui aujourd'hui, si elles sont perdues, peuvent être repérées dans des cartes et permettent aussi de mesurer un certain nombre de paramètres au niveau de la santé et d'être transmis à travers des ordinateurs à distance. Au niveau du ministère, nous les encadrons. Nous comptons mettre à partir de 2017 un fonds d'appui à l'innovation, à la créativité de ces jeunes-là et surtout développer ce qu'on appelle un programme qui s'appelle Startup Sénégal, qui va accompagner l'ensemble des startups pour développer des solutions. Le fonds, pour l'instant, nous en sommes à l'étude de faisabilité, qui va nous permettre de déterminer quel sera le montant du fonds, en partenariat avec les acteurs de soutien tels que le fonds GIP et d'autres acteurs. Malik Ndiaye, directeur de cabinet du ministre des Postes et Télécommunications. Il va falloir s'habituer à eux désormais. Les sages-hommes seront bientôt dans les structures sanitaires. Eh bien, il s'agit de ces hommes qui sont habilités à pratiquer le métier de sage-femme, autrement appelé maïéticien. Ces hommes intègrent la profession à la faveur d'une réforme voulue par l'autorité. Eh bien, comment les femmes qui fréquentent les maternités apprécient l'arrivée prochaine de ces hommes dans les structures sanitaires? Jamila Koli s'est rendue à l'hôpital général de Grand Yoff. Voici son reportage. Dans peu de temps, des hommes feront office de maïéticiens, entendez par là sages-hommes, dans les hôpitaux. Une décision qui n'agrée guère à certaines dames trouvées à la maternité de l'hôpital général de Grand Yoff. Pour elles, voir une femme nue est une exclusivité réservée aux époux. Seules les femmes doivent consulter les femmes. Les hommes, eux, ils vont se spécialiser aux côtés des hommes. C'est mieux. Un homme, tant qu'il n'est pas ton mari, ne doit pas voir tes parties intimes. Ça, c'est banni par l'islam. Ce, malgré que les hommes rassurent, assistent et font preuve de tendresse mieux que quiconque. Ils sont plus compréhensifs que les femmes. Des fois, les femmes te brutalisent, comme si elles ne connaissent pas l'accouchement. Une de leurs facettes qui ravit ces femmes trouvées assises devant le bureau du chef de service de la maternité, attendant leur tour pour une consultation pré- ou post-natale. Pour elles, pas de dissemblance entre sage-femme et maïéticien si la compétence y est. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que des hommes consultent des femmes. Parce que moi, depuis 2003, je suis consultée par un homme Diao. Là, aussi, il y a 6. Je me suis consultée par des hommes. Il n'y a pas de problème à ça. L'essentiel, c'est la compétence. Vous savez, entre femmes, des fois, il y a des accrochages. C'est à croire que cette réforme est presque bien accueillie par les principales concernées. Résultat, l'intégration des maïéticiens dans le corps des sages-femmes sera bientôt une réalité. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. À 13h14 en Gambie, après l'échec de la délégation de la CEDEAO, l'ONU met la pression sur Yaya Jammeh. Son représentant en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambaz, a affirmé hier à l'agence France Presse que le président gambien devrait être prêt à céder le pouvoir en janvier prochain.
La campagne législative se termine demain vendredi à minuit en Côte d'Ivoire. Cette campagne express d'une semaine a des enjeux importants car pour la première fois depuis la dernière législature, l'opposition et des candidats dissidents de la majorité présidentielle pourraient remporter des sièges à l'Assemblée nationale. Les autorités égyptiennes ont exécuté un djihadiste condamné à mort pour le massacre de 25 policiers dans la péninsule du Sinaï. C'était en 2013. L'information a été rapportée par les médias d'État. Abdel Bara a été pendu dans une prison du Caire quelques jours après la confirmation de sa condamnation à la peine capitale. Les sports, c'est avec Tanda Khandiaï. Bonjour. Bonjour. En ouverture du handball. Oui, du handball hors des terrains, la prolongation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de Luanda. La Fédération sénégalaise de handball va déposer un recours auprès des institutions compétentes. C'est pour contester la disqualification du Sénégal. Le dossier sera d'ailleurs bouclé cet après-midi après concertation avec le ministère des Sports. La Fédération sénégalaise s'estime avoir été lésée par la Confédération africaine. C'est au concours d'un point de presse ce matin. Benoît Badiane, vous y étiez. Seydou Diouf se veut clair. La responsabilité de la fédération n'est pas engagée dans la disqualification du Sénégal de la CAN angolaise de handball. Doundou Kamara, joueuse à l'origine, avait été qualifiée par la direction de la compétition de la Confédération africaine en mars 2015. Ce n'est pas un cas nouveau. La direction de la compétition avait pris le dossier de Doundou Kamara pour dire qu'elle n'était pas en mesure de jouer pour le Sénégal parce qu'elle sortait d'un championnat du monde. Donc les gens de la Confédération savaient, et nous le savions, que Doundou Kamara avait pris part au championnat du monde junior en décembre avec la France. Mais lorsqu'on a voulu la sortie de la compétition et que nous avons fait un recours auprès du comité exécutif, le comité exécutif a décidé, au regard de tous les éléments à sa possession, au regard des statuts de la Confédération, que Doundou Kamara pouvait bel et bien jouer pour le Sénégal dans cette compétition, qu'elle était donc qualifiée. Selon le président de la Fédération sénégalaise de handball, tous leurs droits ont été bafoués par le jury d'appel de la Confédération africaine. On nous dit qu'elle est qualifiée, et celui qui nous dit qu'elle est qualifiée, c'est l'autorité qui est en charge de l'organisation de ses propres compétitions. Parce qu'au terme des statuts de la Confédération africaine a la pleine responsabilité de l'organisation de ces compétitions. Donc sa décision de qualifier une athlète nous confère des droits acquis sur ce dossier. On ne peut pas octroyer des droits à quelqu'un et du jour au lendemain, la même organisation qui vous octroie des droits vous dit non, je vous avais octroyé des droits, mais je m'étais trompé. Seydou Diouf et compagnie comptent d'ailleurs épuiser l'ensemble des voies de recours. Le dossier sera bouclé ce jeudi après avis de la tutelle, le ministère des Sports. Oui, Benoît Badiane, le Sénégal, encore moins la joueuse Doundou Kamara ne sont pas suspendus par la Confédération africaine de handball. Précision faite par Seydou Diouf, le président de la Fédération sénégalaise. Il est au micro de Benoît Badiane. Les textes disent de manière très claire que lorsque le jury d'appel prend une décision, toutes les sanctions consécutives sont également prises par le jury d'appel. La direction de la compétition n'a notifié, ni le jury d'appel, ni la CAB, n'a notifié au Sénégal aucune suspension concernant Doundou Kamara, ni une suspension concernant le Sénégal. Ça aussi, je ne sais pas d'où l'information est sortie. Nous n'avons reçu aucune notification de quelque suspension que ce soit. Donc je voudrais également cela le préciser, parce que c'est extrêmement important. Des questions se posent par les joueuses, par pas mal de gens. Oui, on est sanctionné, la joueuse est sanctionnée, qu'est-ce qu'elle va devenir? Nous n'avons reçu aucun élément qui atteste d'une quelconque suspension, ni du Sénégal, ni de la FIF. Il faudrait aussi que cela soit très clairement exprimé. Voilà, c'est très clair. Seydou Diouf, président de la Fédération sénégalaise de handball. Du beach soccer présent en Dakar à la CAN 2016 au Nigeria. Le Sénégal joue cet après-midi contre la Libye. Tout à fait, ce sera sa troisième et dernière sortie en match de groupe de la poule B. À 15h30, les Lions du football de plage sont déjà qualifiés pour les demi-finales. Après avoir battu hier le tenant, il s'agit de l'équipe de Madagascar, 3-1. Ils avaient à leur première sortie un match inaugural dominé le Maroc 2-0. Et puis dans la poule A, l'Égypte affronte la Côte d'Ivoire à 16h30. Le choc anglophone mettra aux prises Nigérians et Ghanéens. Du football sur les grands terrains, on joue cet après-midi les derniers matchs de la Ligue de 6e journée. Au stade municipal de Tivaouane, à 16h30, la Renaissance de Dakar rend visite à Kayor Foot. Ici à Dakar, le stade Demba Diop abrite deux rencontres. À 15h, le Duc joue contre le Port, suivi à 17h de Dakar Sacré-Cœur
Sacré-Cœur Ndar-Guedj. Le leader provisoire Yego s'est largement imposé hier devant l'équipe de l'Ethics 3-0. Olympique de Ngor est allé battre la Sonacos 1-0 à Diourbel. AS Pikine en déplacement s'impose 3-2 chez Barguet de Kébémer qui est lanterne rouge. Du côté de la Ligue 1, une seule victoire a été enregistrée en 6e journée. Oui, autant dire la première victoire signée par les Samalinguer qui étaient en quête d'un déclic. Ils ont battu l'équipe de la Douane par 2-0. En revanche, pas de match entre le Casasport et le GFC à Ziguinchor. Les Dakarois n'ont pas effectué le déplacement chez les sudistes, affaire à suivre. Et puis pour le reste, rien que du service minimum, un partout entre l'équipe de Djambar et l'équipe de Génération Foot. Idem pour Mbour Petite Côte et NGB, mais aussi Djaraf et Stade de Mbour. Le nul blanc qui a sanctionné la rencontre entre l'US Gorée et l'équipe de Tenguet FC, et puis de partout entre l'US Wakam et l'équipe du Ndiabour de Louga qui du reste est lanterne rouge. Un mot sur l'international. Oui, avec ce qui nous amène au pays du soleil levant, et là le mondial des clubs organisé par les Japonais avec le Real de Madrid qui joue la demi-finale contre l'équipe de América. C'est le représentant de l'Afrique du Sud, le premier finaliste est donc connu. Il s'agit du club japonais de Kashima, vainqueur de l'Atlético Nacional de la Colombie, le score 3-0. Et on termine par l'actualité du basketball. Oui, le basket avec la 4e journée avancée du National 1 chez les féminines. Dans la poule A cet après-midi à 18h30 à Marius Ndiaye, le Djaraf rencontre l'équipe de Bop. Auparavant à 17h, US Wakam va à Séville de Dakar. Les autres rencontres samedi et dimanche à Saint-Louis, à Rufisque, Dakar et à Thiès. Tandakha Ndiaye, merci. À 13h22, on reçoit l'invité de ce 13h. Il s'appelle Ndiaga Ndiaye, il est ingénieur des chemins de fer retraité de Transrail. Il salue la pertinence du futur train express régional, mais estime que la mobilité interurbaine passe par la restauration du réseau intérieur. Ndiaga Ndiaye répond aux questions de Khali Amadou Narfal. Le chef de l'État lance le TER pour désengorger Dakar. Est-ce que c'est une bonne idée? Quelle est la pertinence de ce projet? Cet événement me rend heureux parce que l'on a attendu assez longtemps pour avoir un chef d'État qui s'engage pour le secteur ferroviaire. Le secteur ferroviaire, comme on le sait, est ancien. Il a servi pendant très longtemps, avant nos indépendances et après nos indépendances. La pertinence, on n'en discute pas. Parce que le chemin de fer est d'abord un mode de transport de masse. Le chemin de fer est imbattable quand il s'agit de transport de masse, de transport de grande distance. Et le chemin de fer de Dakar à IDB a vocation de transporter beaucoup de personnes destinées à prendre l'avion ou revenant de l'avion, mais il y a également toutes les autres populations qui sont le long de la voie ferrée. Et donc c'est un transport de masse comme le fait actuellement le transport de banlieue, le PTB. Mettre un train rapide entre Dakar et l'aéroport, c'est absolument pertinent. Le seul bémol que je mettrai, c'est que devant les arbitrages, on a des difficultés de choix, mais personnellement, j'approuve le projet TER Dakar AIDB, mais le plus urgent, le plus important et encore le plus économiquement rentable serait effectivement d'investir aussi sur le Dakar-Bamako. Dakar-Bamako, c'est la priorité, pour moi, la première priorité. Et sur le plan national, il n'y a pas que Dakar. Ce que nous avions à son temps, c'est Dakar-Saint-Louis, qui est le premier réseau en Afrique de l'Ouest que l'on a développé vers le Mali et on a mis les embranchements de Touba et de Kaolack. Donc reprendre le trafic national voyageurs serait une priorité, mais comme le transport pour l'aéroport est un complément pour l'aéroport, on ne peut pas discuter de sa pertinence. Le président dit aussi qu'il va réhabiliter le chemin de fer entre Dakar et Kidira. Ce que je pourrais considérer comme priorité, c'était de poursuivre d'abord le renouvellement entre Tambacounda et Kidira pour supprimer ces 155 km qui restent et qui datent de 1911, avoir sur son territoire un réseau aussi vétuste et aussi ancien et faire un nouveau chemin de fer comme celui-là, c'est certainement pertinent, mais il y avait également à penser à poursuivre effectivement la sécurisation de la ligne et aussi de renouveler la ligne de manière à faire face à cette recrudescence de transport sur la route. Parce que quand on sait qu'il y a pratiquement plus de 3 millions de tonnes de trafic de marchandises entre Dakar et Bamako annuellement, et qu'aujourd'hui le rail ne transporte même pas 500 000 tonnes,
alors que si le rail était réhabilité, équipé, on peut effectivement assurer ce transport de 3 millions de tonnes. Est-ce qu'il y a une solution au-delà même du Sénégal pour le rail sur le continent africain? L'Union africaine des chemins de fer est là. La solution, nous l'avions dégagée sous la conduite de M. Adama Diagne à travers la conférence qui s'est tenue à Brazzaville du 10 au 14 avril 2016. Et les ministres en charge des transports ferroviaires s'étaient réunis et avaient pris la décision qui s'appelait la déclaration de Brazzaville. Cette conférence de Brazzaville disait que les États, les ministres en charge des transports s'engageaient à inscrire dans les différents programmes sectoriels nationaux le transport ferroviaire comme mode de transport indispensable dans nos stratégies nationales de lutte contre la pauvreté et comme moyen de cohésion sociale et territoriale. D'accorder la priorité au programme ferroviaire intégrateur, notamment ceux concourant à la réalisation des interconnexions des réseaux ferroviaires nationaux. Assurer l'harmonisation des réglementations techniques et commerciales, ainsi que rechercher la possibilité de mettre en place un mécanisme de financement pour les projets de développement ferroviaire, en particulier par la création d'un fonds de financement des infrastructures. Qu'est-ce qui a été fait de ces engagements? Est-ce que le Fonds africain des chemins de fer a été mis en place? Absolument pas. C'est ça le problème, c'est que l'on a toujours déploré. C'est qu'en général, quand on se rencontre, on a d'excellentes idées, on les approuve, mais on les oublie. Malheureusement, pratiquement dans nos pays, surtout en Afrique de l'Ouest, vraiment, je n'ai pas connaissance d'un fonds qui a été créé dans ce sens-là. À l'heure actuelle, aucun État n'a pratiquement un chemin de fer national qui cotise et pour faire vivre l'Union africaine. Merci beaucoup. La dernière note de ce journal, c'est la revue de presse signée Elisabeth Agnessar. Le lancement hier des travaux de la première phase du train express régional par le président Macky Sall est ce matin à la une d'une bonne partie de la presse. Selon le Témoin au quotidien, reprenant le chef de l'État, il s'agit du plus grand projet du Sénégal indépendant. L'infrastructure révolutionnaire de la vie du Témoin au quotidien va relier Dakar, Diamniadio et l'aéroport international Blaise Diagne. D'un coût de 568 milliards, cette première phase de 36 km sur un linéaire de 56 et selon Le Soleil, le fruit d'un partenariat entre le Sénégal et des institutions comme l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement. Et plus qu'une évolution, martèle le chef de l'État toujours dans les colonnes du Soleil, le Sénégal entame une révolution technologique pour sa réception. Renchéri Sud Quotidien, le chef de l'État donne rendez-vous aux Sénégalais en 2019 pour ce joyau qui doit porter les ambitions du plan Sénégal émergent. Le train express régional poursuit Direct Info desservira ainsi 14 gares avec une vitesse pouvant atteindre 160 km/h et va générer 10 000 emplois directs et indirects avec en prime la création d'un centre de formation dédié à la mobilité urbaine, ce qui fait dire à Libération que Macky Sall est sur les rails de l'émergence parce que comme le relève le journal reprenant le président lui-même, il faudra juste attendre 2 ans et 1 mois pour voir s'achever cette première phase et offrir à notre pays ce qui se fait de meilleur dans le monde. Lors de cette cérémonie, le chef de l'État s'est aussi prononcé sur la recrudescence des accidents de la route. Macky décrète la tolérance zéro. Titre ce matin Vox Populi qui révèle que le président de la République, préoccupé par les nombreux accidents mortels, veut la tolérance zéro. Pour cela, rapporte Vox Populi, il a invité les services de l'État, notamment la direction des transports terrestres, les forces de police et de gendarmerie, à plus de fermeté dans les contrôles. Parce que comme le relève ce matin l'enquête, chaque année, ce sont plus de 500 citoyens qui perdent la vie sur nos routes. Pour y remédier, le président Macky Sall veut selon l'enquête un contrôle technique des véhicules accru et le respect des normes dans la délivrance des permis de conduire. La coalition Benno Wattu Sénégal est aussi à la une d'une bonne partie de la presse ce matin. Wattu Viro Tassaro, titre ce matin l'Obs, qui nous apprend que cette coalition regroupant une bonne partie de l'opposition perd ses forces. Elle a en effet décidé hier d'exclure de toutes ses instances Malick Ndiaye, Ousmane Faye et Abdoulaye Guissé. La conférence des leaders de la coalition reproche selon Direct Info à ces derniers des écarts manifestes vis-à-vis des dispositions du code de conduite et leurs propos virulents à l'égard de leurs collègues. En effet, rappelle ce matin le quotidien, ces rebelles n'étaient plus en odeur de sainteté avec la direction du front depuis qu'ils ont qualifié la rencontre entre leur plateforme et le chef de l'État d'humiliation et de déception et pris leur distance en mettant sur pied une structure parallèle dénommée Collectif des leaders Garmi pour la défense de Manko Wattu Sénégal. En attendant, révèle le journal du groupe Avenir Communication, Manko Wattu Sénégal a un nouveau
nouveau coordonnateur en la personne de Mamadou Lamine Diallo qui va remplacer Malick Gakou pour un mandat de 3 mois non renouvelable. Et si l'on en croit Walf Quotidien, la coalition va mettre à exécution ce jeudi sa menace de porter plainte contre Aliou Sall, Franck Timis et consorts pour enrichissement sans cause au détriment du peuple sénégalais. D'ailleurs, poursuit le journal du groupe Walfadjri, les avocats de l'opposition vont s'adresser ce jeudi à la presse pour annoncer la saisine des juridictions au niveau national, mais aussi régional et international, après l'expiration de l'ultimatum qu'elle avait adressé au président Macky Sall. La coalition Manko Wattu Sénégal ne compte pas s'arrêter là, selon Direct Info, puisqu'elle a annulé sa marche prévue le 21 décembre prochain à Dakar pour organiser à Paris le même jour une manifestation qui va coïncider avec la visite d'État du président Macky Sall dans l'Hexagone. À 13h30, c'est la fin de ce journal. Je remercie l'équipe en cabine, Alexis Ndiaye au CDM Mokhtar Diouf, journal réalisé par André-Noël Thiandoum et Khadifa Al Koulibaly. Devant ce micro, François-Xavier Thiaw. Merci de votre fidélité à Radio Sénégal.